Rebonsoir et re-bienvenue dans Soir d'Info. Nous recevons tout de suite le docteur Céliba, sociologue de profession. Bonsoir docteur. Bonsoir Sarah. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors la dernière fois, je pense que vous parliez de migration, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on parle de choses encore plus graves. Deux crimes d'une violence inouïe en l'espace d'une semaine. D'abord le meurtre Fatou Gueye, le présumé meurtrier maçon de profession n'est autre que l'époux de la victime. À Ndjouar, dans la région de Fatick, Marie-Louise Ndour, mère de famille, abattue par balle par son mari après une banale dispute conjugale. Des drames, je disais docteur, d'une violence inouïe qui mérite quand même qu'on s'arrête pour diagnostiquer le mal. Le mal est profond. Le mal est profond et c'est dommage que l'histoire se répète parce que entre 2019 et 2022, on avait noté plusieurs cas, surtout en octobre 2022. On a appelé ça non octobre, mois de octobre rose, mais c'était vraiment le mois d'octobre le plus sombre que le Sénégal a connu. Plus d'une dizaine de féminicides qu'on a connus en 2022. Et peut-être ajouter un autre cas, la fille qu'on a vraiment démembrée de 16 ans, qui vient se rajouter. Donc, à la longue liste macabre. Donc durant ce mois de mai, vraiment, on a noté 3 cas. Et ça conforte en tout cas les données que nous avons au niveau international. Sur les 3 femmes, une est battue à mort par un partenaire ou son conjoint. Ça, c'est les données au niveau mondial. Et en Afrique, il y a 140 femmes qui sont tuées par leur partenaire et leur conjoint. Et malheureusement, ça vient confirmer cela. Alors, les violences conjugales, elles ont toujours existé. C'est pas une spécificité sénégalaise non plus, dans notre société en tout cas. Toutefois, de l'avis de certains observateurs, s'il est difficile d'endiguer le mal, c'est parce que les couples, particulièrement les femmes, ont tendance à faire dans le souterrain, sans mur, dans le silence, jusqu'à ce que l'irréparable se produise. Est-ce selon vous une cause qui amplifie le phénomène de ces violences conjugales? Oui, c'est une des causes, mais la principale cause, c'est qu'on est vraiment dans un système inégalitaire. Les rapports de pouvoir sont inégalitaires entre les hommes et les femmes. L'homme est au centre, la femme est à la périphérie. Donc on est dans ce système patriarcal-là. Et nos lois le justifient quand on parle d'autorité parentale, quand on parle de puissance paternelle. Donc, et là je me réfère au code de la famille, ne serait-ce que ces 2 articles-là. Donc ça conforte. Ça conforte en tout cas ces relations inégalitaires où l'homme vraiment a ce pouvoir-là, a cette puissance-là, etc. Et je pense que c'est là qu'il faudrait s'attaquer. Pas seulement les lois, parce que nous avons les violences conjugales. On a une loi depuis 1999, et cette loi est partie d'une féminicide à Kaolack, d'Okignas. Donc le mari qui a tué sa femme parce que tout simplement on était en mois de Ramadan, sa femme tout simplement issue d'une famille religieuse ne voulait pas préparer le déjeuner tout simplement parce que le mari ne jeûnait pas. Donc une forte campagne nationale pour dénoncer a conduit vraiment l'adoption de cette disposition de 99 qui condamne les violences conjugales. Donc nous avons cette disposition-là. Mais ça ne suffit pas parce qu'il faut accompagner ce que nous avons. Il faudrait des politiques préventives. Il faudrait vraiment tout un ensemble d'actions pour pouvoir vraiment rendre effectif ce que nous avons dans le cadre juridique sénégalais. Alors c'était l'objet de ma prochaine question parce que vous l'avez dit tantôt, avant Marie-Louise Ndour, Fatou Gueye, on a connu aussi Binta Camara en 2019, on a connu Koumbayad et j'en passe. Chaque année, c'est même scénario, beaucoup de tapage dans les médias, les organisations féminines qui descendent dans la rue, qui battent le macadam, on s'en émeut pendant une semaine à travers la toile des réseaux sociaux et puis on oublie et on passe à autre chose. Comment réduire ou carrément arrêter, rompre ce cycle? Et malheureusement, il n'y a pas de sortie des autorités. Il n'y a pas de sortie des religieux. À déplorer. J'espère que Absolument. le vendredi prochain, quand même, au niveau des prêches, on aura vraiment ce sujet
tout le monde doit s'y mettre, toutes les forces vives de la nation vraiment doivent s'y mettre. Ce n'est pas seulement une question de femmes et de féministes, ces affaires-là. Donc, nous avons un cadre juridique qui condamne, mais malheureusement, nous avons un tissu social discriminatoire. Et c'est là où il faut mettre le projecteur, sur ce tissu discriminatoire-là, où quand même l'homme a des privilèges, l'homme a un pouvoir, et que les rapports ne sont pas équilibrés. Et pour pouvoir vraiment changer ça, il faut vraiment reconstruire. Et quand on parle de reconstruction, il faut vraiment travailler sur les mentalités. Sur les mentalités, et les médias jouent un rôle extraordinaire. Les médias, les écoles, comment introduire aujourd'hui des curricula dans les écoles, comment les enseigner, la question de l'égalité homme-femme, la question de l'égalité, les questions de genre, comment l'enseigner, comment dans les familles aujourd'hui bâtir des liens d'égalité entre les hommes et les femmes. Hein? Donc à travers les enfants. Donc il nous faut vraiment tout un ensemble. Donc qui va commencer par la famille, et encore une fois, pour encadrer tout ça, il nous faut vraiment... Est-ce compatible, ce que vous préconisez là, est-ce compatible avec une société, en tout cas, qui ne semble pas vouloir accorder cette égalité entre les hommes et les femmes? Oui, c'est pourquoi il nous faut vraiment ces stratégies-là, pour aller vers ça. Il nous faut, parce que le cadre juridique sénégalais, la constitution sénégalaise nous parle de l'égalité entre les hommes et les femmes, il faudrait qu'on puisse le jouir, qu'on puisse le vivre au quotidien. Maintenant, pour le jouir, pour le vivre dans notre société, dans nos manières de faire, etc., de penser, il faut vraiment développer des actions à partir de la famille, donner le même type d'éducation aux garçons et la fille en termes de responsabilité, en termes il faut être audacieux, etc., etc. Il faudrait tout ça. Maintenant, il faut encadrer cette famille-là, pour que cette famille puisse être ce lieu d'apprentissage sur ces questions-là, parce que vraiment, on est dans une société vraiment qui s'est en train de fissurer. Là, notre famille est en train de se fissurer. Il faudrait vraiment avoir des actions appropriées à ce niveau-là, et regarder du côté de l'école aussi, comment les enseigner. Donc, au-delà de ça, les médias, en tout cas, toutes les instances de socialisation, il faudrait qu'on puisse parler le même langage si on veut travailler le changement de mentalité. Et c'est ça. Donc, le changement de mentalité qui va prendre du temps, mais encore une fois, il faut mettre en place quelque chose pour que ça puisse aller de l'avant. Et aussi, on a besoin de savoir, parce qu'on est vraiment dans une société vraiment perturbée, parce que tous ces cas le montrent, mais on a plus besoin d'études quand même pour savoir plus les mobiles. Les mobiles profondes, est-ce que c'est la drogue? Est-ce que c'est juste un pouvoir toxique, masculinisé toxique, ou bien c'est autre chose? Il nous faut des données, il nous faut des éléments qui nous permettent de bâtir des politiques de prévention pour aider en tout cas les autorités à mettre quelque chose en place. En tout cas, il faut connaître vraiment ces mobiles, qu'est-ce qui explique ces gens-là à aller vers ça. Et ça nous permettra vraiment de développer des actions de prévention. Alors là, on est sur des actions à mener sur le long terme, tout ce qui est politique de prévention. Mais en attendant, il faut bien que cela cesse. Qu'est-ce qu'il faudrait, docteur, faire tout de suite, là, maintenant il faudrait sanctionner sévèrement, tout simplement. Il faudrait que le droit soit effectif, doit dit. Donc, si on veut une mesure, c'est ça, pour davantage décourager, mais il ne faut pas régler, il ne faut pas s'arrêter, parce que emprisonner, ça ne règle pas le problème. On est vraiment dans une société qui est perturbée. Voilà, donc il faut vraiment des mesures sociales. Il faut plus de mesures. Il faudrait des actions sur le plan judiciaire, mais il faudrait des mesures sociales. Et ces mesures doivent être dans le moyen et le long terme. Il ne faut pas qu'on se décourage. Alors, je vous interpelle sur la question parce que vous êtes sociologue. Le Sénégalais est réputé pacifiste, bienveillant, à l'égard même de son entourage, de son voisinage. Aujourd'hui, on voit des crimes qui sont commis dans l'intimité des maisons. On a presque l'impression que le voisinage n'était pas, en tout cas, au courant. Il arrive toujours après le drame. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec ce Sénégalais réputé pour sa bienveillance, à la limite même intrusive, je veux dire, tout le monde se connaît, tout le monde se fréquente, tout le monde se permet d'éduquer. Bon, de l'avis de certains, on a quitté une société plus ou moins traditionnelle pour aller vers la modernité. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui. On a tendance à se moderniser de plus en plus. Oui, nos sociétés changent. Nos sociétés changent. Et quand nous prenons ces cas-là,
L'un s'est passé vraiment sur le lit conjugal, donc l'autre, bon, dans l'espace familial. Maintenant, on ne savait pas qui est parce que c'est passé peut-être rapide. Le dernier cas de fatigue. L'autre cas, la femme de 16 ans qui a été démembrée, parce que je ne connais pas toutes les informations, mais quand nous prenons quand même l'espace urbain, c'est des familles qui changent, hein, qui se réduisent, qui se nucléarisent, qui ne sont plus élargies. Donc ça fait que vraiment c'est un petit nombre qui est là-bas. Et ça facilite cette forme de violence-là. Donc comment aussi accompagner ces familles, cette société en mutation, des politiques publiques, parce que notre société change de manière extraordinaire, Sarah. Et il n'y a pas de politique publique qui accompagne ces changements-là. Sur le plan mental, sur le plan psychologique, il n'y a pas de politique pour accompagner. Et on ne questionne même pas ce niveau de transformation, d'accompagnement, l'état d'esprit des citoyens dans ça. Pour mettre quelque chose, pour les accompagner, il n'y a absolument rien. Parce que bâtir des citoyens équilibrés, responsables, ça nous permet d'être une société durable. Si on veut être dans cette durabilité, il faut qu'on questionne nos citoyens, il faut qu'on mette en tout cas la personne, l'individu au cœur de nos politiques. Qu'on préserve la santé mentale des individus. La santé mentale qui est le parent pauvre des politiques de santé. Il faut vraiment revenir sur ça. Il faut questionner ces transformations, comment ces transformations impactent le mindset, l'état d'esprit de ces citoyens-là, pourquoi c'est mobile, qu'est-ce qui explique, quelles sont les réelles causes si on veut bâtir vraiment des politiques préventives. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Excellente suite de programme en notre compagnie. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir, Inch'Allah. Merci.